Bonjour à tous, je suis David Koss et j'aide les leaders tech et produits à créer des équipes vraiment géniales et scalables. Aujourd'hui, c'est une première, c'est un nouveau format sur ma chaîne et je remercie Ismaël d'en être en quelque sorte le parrain. Merci beaucoup Ismaël. Et alors Ismaël est le leader tech et produits d'une super app en Afrique autour de la mobilité. Et il a relevé un défi assez fou qui était de passer une organisation de 50 à 350 personnes en 3 ans avec des gens répartis sur 20 pays, des cultures différentes, des fuseaux horaires différents. Et aujourd'hui, il va nous expliquer comment il a réussi tout ça. Bienvenue Ismaël, merci d'être là. Merci à toi. Alors Ismaël, pour te présenter un tout petit peu, tu as 36 ans, tu es né en Algérie, tu as passé 13 ans à Berlin et là tu viens de t'installer à Paris il y a quelques temps. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours avant Yassir? Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravi et je suis ravi d'explorer, d'inaugurer ce format avec toi. Bah, Donc voilà, comme tu dis, je m'appelle Ismaël Chaïb. Donc avant Yassir, Yassir rapidement, c'est la super app leader en Afrique. On est sur 5 pays différents et on fait trois choses principalement. On fait de la mobilité, du VTC, on fait de la livraison, que ce soit de courses ou d'alimentation, et puis on fait aussi des services financiers. Yassir, c'est 12 millions d'utilisateurs aujourd'hui en Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal et Afrique du Sud. Et j'ai rejoint, comme tu impressionnant. disais, merci. J'ai rejoint il y a 3 ans et demi. Avant ça, j'avais fait du conseil pour la Banque mondiale sur des sujets fintech. Moi, j'ai passé peut-être les ben, 14, 15 dernières années dans les fintech. J'ai monté une boîte à Berlin. Comme tu disais, j'ai vécu à Berlin. J'ai monté une boîte dans les fintech. On faisait de l'open banking. Donc, on vendait de la technologie aux banques, des API aux banques. Donc j'ai fait pas mal ça. Après, j'ai fait du conseil pour la Banque mondiale, toujours sur des sujets de fintech, d'inclusion financière, voilà, dans les pays émergents. Et puis, avant tout cela, ben, comme tu disais, moi je suis né, grandi en Algérie. J'ai fait des études d'informatique en Algérie. À 20 ans, j'ai lancé ma première boîte avec des amis à moi. Et puis, à un moment, on voulait changer. Et donc, à un moment, la boîte, on faisait du SMSing pour entreprises. Et à un moment, on était les premières plateformes de SMS en Algérie en dehors des telcos. C'est pas mal Et déjà 20 ans. ouais, c'était une très belle expérience. Mais à un moment, c'était trop compliqué pour nous. On voulait voir autre chose, en fait. On voulait voir le monde. Et du coup, on était quatre, on a décidé de partir. Et moi, je suis venu en Europe, d'abord en France, et très rapidement, je suis parti en Allemagne. Voilà pour le parcours. Ok. Donc tu as un parcours très particulier et j'ai l'impression que dans tout ce que tu as fait en Algérie, l'open banking et maintenant Yassir, il y a toujours une recherche un peu d'impact Mhm. sociétal. C'était quelque chose de conscient pour toi? Ouais, absolument. Je pense que nous, les gens qui sont un peu technologistes, voilà, enfin, qui font un peu de technologie, on a un peu ce super pouvoir, on a un peu cette lampe d'Aladin qui est la technologie qui est à notre disposition. Et on est un peu privilégié. Et donc, pour moi, il y a toujours eu cette quête de dire, bah, en fait, j'ai cette lampe d'Aladin, j'ai tous ces privilèges qui viennent avec moi. La next step naturelle, c'est de l'utiliser pour le bien de tous, de l'utiliser pour le bien de ma communauté. Voilà, donc moi, je reste très proche de l'Algérie, de l'Afrique. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc, je pense qu'il y a ça, émotionnellement, comme tu dis. Et aussi, il y a juste, enfin, l'Afrique, c'est une énorme opportunité. Il y a tellement de choses à faire. Ça bouge tellement vite. Donc, voilà, c'est là où moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'énergie. Open Bank Project, c'était très européen pour le coup. Mhm. Euh, et voilà, enfin, ça avançait à une certaine vitesse. Yassir, ce que j'ai fait avec la Banque mondiale, c'était beaucoup plus les pays émergents, l'Afrique, etc. Enfin, c'est vraiment, enfin, en termes de vitesse, c'est complètement autre chose. Mhm. Donc ça Ça donne me, beaucoup d'énergie en fait. ouais, ça me parle ce que tu dis parce que j'ai toujours vu moi la technologie comme un moyen de donner des super pouvoirs aux gens en fait. Et avec la responsabilité qu'il y a derrière. Mm. Et donc, je me reconnais un peu dans ce que tu dis sur le fait que, quitte à être capable de faire ça, de faire un truc aussi ambitieux que de Ouais. donner des nouveaux pouvoirs aux gens, en fait,
mine de rien, il faut que ça ait un vrai impact Bah, avec des intéressant, grands quoi. pouvoirs viennent des grandes Exactement, je responsabilités. voulais pas la faire, mais tu l'as fait pour Voilà. moi, merci. Donc Ouais, après, enfin, il y a un peu de ça. Mais moi, encore une fois, ça me donne de l'énergie. ouais, Donc, je trouve, enfin, c'est pas une mission, c'est pas une obligation, c'est juste que ça me donne énormément d'énergie. ouais. Ouais, c'est super important. Moi, c'est un truc que je me dis quand j'accompagne des équipes, c'est que tu as souvent un peu des gens qui sont ultra motivés, ultra impliqués dans ce qu'ils font, et puis tu as des gens pour qui c'est un peu plus alimentaire. Ouais, Et j'essaie toujours un peu d'apporter ça, tu vois, aux ouais, gens pour qui c'est un peu alimentaire, de leur dire, mais quand même, on fait rarement des trucs insignifiants, tu ouais, vois. Et donc, c'est intéressant de se projeter là-dedans. ouais. Donc, c'est trop Après, cool. on a un temps limité aussi, donc on a un temps limité sur cette planète, donc autant l'utiliser pour Exactement. faire des trucs Autant en profiter. sympas. Ouais. Je me suis aussi demandé, tu es passé de donc la finance avec Mhm. Open Banking à la mobilité avec Yassir. Mm. Euh, C'était un choix, tu voulais passer dans un monde complètement différent ou... Ouais, après, Yassir a commencé dans la mobilité en Mhm. 2017 à Alger, mais aujourd'hui, il fait beaucoup plus. Donc, il fait de Ouais. la mobilité, il fait aussi du delivery, donc last mile delivery, et des services financiers. Donc, Mhm. on a un Ah, ok. wallet en Afrique, on a un taux de bancarisation qui n'est pas énorme, et donc, enfin, beaucoup de la population est non bancarisée, et donc il y a un vrai enjeu à ce que les plateformes tech puissent être une force de bancarisation, d'inclusion financière. Et c'est ça qui m'a intéressé dans Yassir. Quand j'ai parlé au CEO, la vision d'Yassir, c'était vraiment d'aller donner ces super pouvoirs-là dont on parlait, d'inclusion financière à une partie importante de l'Afrique. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là qui m'avait attiré. Moi, je pense vraiment que voilà, la tech, enfin, bien sûr, la tech, tout n'est pas rose. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais que voilà, il y a une opportunité pour faire de l'inclusion financière avec les applications mobiles. Et du coup, Yassir a été en pole position pour faire ça. Donc, c'est ce qui m'a attiré en premier lieu. Ouais, donc c'était vraiment la mission qui Ouais, t'intéressait. absolument. À Ok, Mission, c'était une boîte algérienne. Je suis c'est algérien. ça. Donc, en fait, tu avais vraiment cette impression, j'imagine, de venir un peu aider les gens de tes origines, etc. Ouais, contribuer à une Ouais. histoire, contribuer à à cette progression-là, ouais, absolument. Bah, c'est génial. Je pense qu'on a tous envie un peu de pouvoir faire ça à un Ouais, moment. Ouais, c'est trop cool. On a vu ton parcours, tu arrives chez Yassir. Euh, Qu'est-ce que tu trouves en arrivant chez Yassir en fait? C'est quoi un petit peu ouais. tes premiers constats et qu'est-ce que tu t'es dit d'ailleurs Qu'est-ce que je me suis dit? Moi, mon mandat, c'était vraiment de scaler les équipes, comme tu le disais. Donc, Yassir, Il y avait déjà cette démarche d'hypercroissance en fait qui était c'était, enclenchée ou qui allait s'enclencher. Il y ben avait eu des levées de justement, on fonds. allait vers l'hypercroissance, on Ouais. allait vers notre série A. Et donc, l'idée, c'était de dire, bah, en fait, si on va sur la série A, si on a un backlog de 150 trucs qu'on veut sortir hier, comment on fait? Il faut qu'on scale. Et donc, moi, je suis arrivé dans ce contexte-là. Euh, donc, quand je suis arrivé, on avait une seule équipe qui était en Algérie, enfin, qui était à Alger. Donc, comme tu disais, une cinquantaine de personnes, product and tech. Euh, Équipe qui avait monté les versions que les gens utilisaient. Et du coup, la mission, c'était vraiment de faire passer l'ensemble à l'échelle. Et donc, les challenges, c'est, voilà, enfin, tu commences à voir que les gens, enfin, la communication commence à être un souci, parce que l'équipe, quand même, commence à devenir importante. Euh, Recruter commence à devenir compliqué. Trouver les bonnes personnes avec les bons skills, les bonnes compétences, voilà, commence à être un peu compliqué. Donc c'était un peu ça le contexte où j'ai atterri. Ok. Ok. Donc il y avait déjà. Toi en fait c'était vraiment t'arrivais pour aider la boîte à scaler en fait. Exactement, Ok. absolument. Super. Qu'est-ce que quand tu arrives en fait du coup avec cette optique-là, est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu regardes Je crois que tu as fait, t'as passé pas mal de temps, tu m'avais dit, à faire une Ouais. espèce d'audit sur place. Comment tu t'y prends en fait? Ouais, je pense que la première étape, c'est vraiment dans toute démarche de changement d'ailleurs, c'est d'essayer de comprendre ce qui existe. Et ça passe par écouter les gens, ce que les gens ont à dire.
Mm. Donc, j'ai passé pas mal de temps à essayer de parler avec un peu tout le monde et de synthétiser un peu voilà, comment les gens voient la situation, où est-ce qu'ils veulent aller, essayer de comprendre un peu toutes les dynamiques de pouvoir, toutes les interactions, les collaborations, là où ça marche, là où ça marche moins. Euh, donc je pense que dans toute démarche de changement, il y a une vraie, avant de proposer quoi que ce soit, il y a une démarche de dire déjà c'est quoi mon but, c'est quoi le succès, ça ressemble à quoi, et puis d'aller essayer de comprendre qu'est-ce qui existe, comment les gens font, c'est quoi l'existant. Et moi j'ai eu de la chance, c'était pas, on n'avait pas commencé de rien from scratch, il y Mm. avait une organisation, il y avait des applications, ça marchait. On avait à l'époque, je crois, 4 millions d'utilisateurs. Donc, il y avait vraiment un socle assez solide. Enfin, il y avait, Ouais. la fondation était là. D'accord. Donc, tu arrivais finalement dans une équipe qui marchait. Ouais, Et donc, l'enjeu, c'était finalement d'accélérer, de grossir ouais, et l'enjeu de était pas double. perdre en fait C'est ça, finalement l'efficacité exactement, qu'il y avait déjà. exactement. Ok. Donc, comment tu scales, mais en même temps, tu ne peux pas te permettre de perdre tes fondations. Donc, Ouais. c'est les deux. Et c'est dans tout. Genre, il faut, par exemple, il faut scaler ta vélocité. Il faut augmenter ta vélocité, mais en même temps, la qualité ne doit pas être réduite. Mm. Tu dois garder un niveau de qualité, Bien si ce sûr. n'est pas le relever. Donc, c'est ça un peu qui était un peu challengeant et il fallait trouver le bon équilibre. Et donc, et toute entreprise est un système socio-technique. Donc, il y a toute la partie technique, très bien, mais il y a aussi une partie humaine importante. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris particulièrement dans les premiers temps? Qu'est-ce qui m'a surpris dans les premiers temps? Ben, je pense qu'il y avait ce que j'ai beaucoup apprécié et je pense que j'avais beaucoup de chance pour le coup avec Yassir, c'était l'énergie des gens, mais surtout leur appétence au changement. En général, quand tu fais un programme de changement, Mm. c'est toujours compliqué, etc. Bon, il faut avoir un plan, il faut faire ci, ça, nanana. Mais en général, ça marche pas parce que les gens n'acceptent pas le changement. Mm. Nous, dans notre cas, encore une fois, on a été très chanceux, c'est que les gens, on leur envoyait des nouveaux trucs et ils prenaient, ils nous disaient, ok, donnez-nous plus. Donc, là, on leur dit, il faut faire Scrum. Le lendemain, on leur dit, il faut faire OKR, il faut faire ci. Ok, cool. Et les gens voulaient apprendre, voulaient monter en compétences. Et je pense que ça a été vraiment la clé du succès. C'est pas autre chose que ça. C'est Génial. vraiment. Et tu penses qu'il y a quelque chose en particulier qui faisait que les gens étaient Je pense que preneurs à ce moment-là du changement? Yassir, c'est la référence start-up en Algérie. Il n'y a pas vraiment, malheureusement, Mm. il n'y a pas vraiment d'autres acteurs qui ont réussi autant qu'Yassir. Mm. Et c'est la première aussi, tu Ouais. vois. Et donc, il y a une espèce de fierté, et je pense que voilà, les Algériens, on est connus pour être très fiers. Et donc, il y a une espèce de fierté qui est venue avec cette équipe-là, qui était, encore une fois, l'équipe qui a construit la solution, le produit, et qui disait, en fait, nous, on veut aller à la next step, on veut monter en compétence, on veut que ce produit réussisse, et on fera tout ce qu'il faut pour que ça réussisse. Finalement, c'est un équilibre en fait à trouver pour justement réussir ce genre de transfo. C'est à la fois, comme tu disais, d'avoir finalement le bon socle et tout, Mhm. mais aussi il faut que les gens aient envie d'y aller en fait, parce Mhm. que limite pour moi ça fait 80% du job, tu vois, que les Absolument. gens aient envie, etc. Absolument. Donc le fait de pouvoir jouer sur cette notion de fierté qu'avaient Ouais. les gens, de se dire, on est un petit peu dans the place to be, dans notre Ouais. pays en termes de tech et tout. Il y a un côté aussi, vouloir montrer de quoi on est Ouais. capable, etc. Ouais, c'est trop Ah, bien. absolument. Et avec Ok. Yassir, on est en train de construire une boîte générationnelle. Dans 10 ans, dans 20 ans, Yassir, elle sera toujours là, elle fera toujours des trucs sympas. Donc, faire partie de cette mission-là, je pense que c'est important. Et donc, je pense que tu as tout à fait raison. Donc, il y a une sorte d'alignement sur la vision pour aller, pour emmener ces gens avec nous. Il y a un alignement avec la vision. Il y a aussi de l'écoute, comme on parlait. Je ne pense pas que du top-down, dans nos pratiques, je ne pense pas que le top-down, ça marche. Donc, il y a un aspect écoute. Puis, il y a un aspect chance aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Écoute, trop bien. Quand tu as commencé à vouloir changer des choses,
tu commences par quoi en fait? Je pense, enfin, pour moi, ben, comme je t'ai dit, ça commence par de l'écoute. Pour moi, j'ai toujours considéré que c'était, tu vois, une entreprise, c'est un système. Et donc, il fallait avoir un peu une casquette system thinking, Mhm. ou pensée systémique. Et moi, ce qui me hantait, entre guillemets, enfin, ce que je voulais vraiment trouver, c'est quoi les points de levier que tu vas, enfin, si tu enclenches, ils auront un impact plus important. Tu vois, Ouais. c'est vraiment, c'est quoi les points de levier de ce système-là. Mhm. Et donc, en creusant, moi, je suis tombé sur 6 points de levier, Ok. 6 leviers, Ouais. que j'ai résumés en structure, culture, architecture, people, process, progress. Ok. Tout ce que j'ai fait après, donc sur ce programme de changement, tout ce que j'ai fait et mon équipe a fait, c'était aller appuyer sur ces leviers-là. Ok. Tu vois. Et je pense que dans un système qui grossit très vite, donc dans l'hyperscale, tu ne peux enfin, il n'y a de sens que si tu trouves et que tu travailles sur ces leviers-là. Tu ne Ok. peux pas faire, enfin, il y a tellement de points, etc., qu'il faut vraiment trouver ceux qui auront un impact démesuré. D'accord. Donc en fait, si je reformule un peu, toi, tu avais vraiment cette vision de il faut pas essayer de bouger une partie en particulier et puis après une autre et puis après une autre. Tu avais cette idée d'être un peu holistique et de te dire il y a ces 6 aspects-là et il faut que je progresse un petit peu sur ces 6 aspects-là en même temps. Ouais, c'est ça. Ok. Enfin, après, le plus important, c'est de trouver tes leviers à toi. Ouais. Peut-être Alors qu'une tu les as autre. trouvés comment toi? Bah, moi, c'était beaucoup de. Bah, justement, c'était vraiment étudier, faire cet audit-là, Ok. voir ce qui se passe autre part aussi. J'ai beaucoup parlé avec des amis qui avaient fait un peu la même chose, des mentors. Et du coup, tu prends beaucoup toute cette information-là et après, tu analyses, tu synthétises. Et puis, c'est toute la compétence, c'est de dire, bah, en fait, ça et ça, c'est plus important que les autres trucs. Enfin, la différence entre levier, c'est vraiment un point qui aura un impact démesuré. Donc, tu ne peux pas faire de micromanagement quand tu fais du hyperscale. Ça ne sert à rien de dire, bah, en fait, non, le problème, c'est Ouais. cette personne ou cette personne. Non, c'est quoi de façon systémique, c'est quoi les policies, c'est quoi Mm. les frameworks qu'on va mettre en place pour arriver là où on veut arriver. Mm. Et pour moi, c'était ces 6 points Ouais. névralgiques, disons, qu'il fallait actionner. Ok. Peut-être on peut parler vite fait un peu de ce côté systémique, je trouve que c'est Ouais. intéressant. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, l'approche systémique, c'est de se dire, euh, en fait, on voit tout sous forme de tendance en quelque Mhm. sorte. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a des choses qui tendent à s'améliorer, qui tendent au contraire à régresser, il y a des endroits où il y a des statu quo, et en fait, c'est en regardant ça que tu te dis, là, je ne vais pas directement passer du point A au point B comme ça magiquement. En fait, tu es plus dans un mode comment je fais pour commencer à favoriser une tendance dans la bonne direction sur tel ou tel aspect, etc. En voyant un petit peu des dynamiques comme ça. C'est C'est ça. ça. Et tout est flux. Et tu mets un truc, tu pousses un bouton ici, tu as un autre truc qui va péter là-bas. C'est ça. Et donc, c'est comment on arrive à gérer tout ça. Oui, parce qu'en fait, le principe justement d'une organisation comme ça, en systémique, c'est que c'est une organisation complexe avec tout un tas de choses qui interagissent. Exactement. Et donc, c'est jamais aussi simple que de dire je vais appuyer sur tel bouton, tirer telle Ouais, ficelle et hop, ça va se passer. C'est exactement. quelque Ou chose ça où. n'aura pas d'impact autre que ici. En fait, on ne peut pas mettre les choses dans des boîtes. Ouais. On a tout est mélangé dans le même cercle. Pour être très concret, ta structure, Mm. ton organisation, ou ton org chart, il va influencer tes délivrables. Ouais. Tu vois, Bien Conway-Law. sûr. Tout est connecté en fait. Donc c'est déjà se dire, ben, en fait, oui, tout est connecté. Et donc si tout est connecté, je ne peux pas être partout. Quels sont les points de levier qui pourront, comme tu disais, un peu me guider, enfin m'emmener vers cette tendance-là. Ouais, c'est ça. Tu Favoriser vois, juste la bonne direction et c'est puis ça. Donc, après, tu es, plus, le système y va, quoi. t'es plus un jardinier Ouais. que un truc industriel où tu plantes avec
ton, enfin, je sais pas, je sais Ouais, plus bien sûr. le mot. Ouais. Tu sais que c'est une approche très orientale, justement, cette métaphore du Ah, jardinier. En fait, peut-être. souvent, on compare en fait la notion d'efficience Mhm. avec la culture orientale et la culture occidentale, Ouais, où l'archétype de l'efficience dans la culture occidentale, c'est le capitaine de bateau, ouais, tu vois, qui va amener son bateau malgré les intempéries, malgré les obstacles, à bon port. Et ouais. donc, il y a ce côté, justement, difficulté, relever des défis, etc. Dans l'approche orientale, en fait, l'archétype de l'efficience, c'est le jardinier. C'est celui, justement, qui va faire le moins d'efforts possible, en fait, mais qui va juste créer les conditions Mhm. pour que, justement, les trucs se fassent Ouais, par eux-mêmes, en fait. ouais, Et donc, la systémique, ça vient beaucoup de ouais, cette notion un petit peu ouais. très orientale. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts, ça, Je je peux pense vous le que dire. tu as dû mettre beaucoup d'énergie. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple, je sais pas, d'un process ou de quelque chose où à un moment tu t'es dit, bon, ça, il faudrait le changer. Et déjà, comment tu t'en rends compte et comment tu t'y prends après concrètement? Est-ce que tu aurais un exemple en tête? Je pense que, juste un exemple, enfin, la façon dont on délivre du software, Mm. elle était pas. Chaque équipe avait sa propre façon, ses propres outils, ses propres process. Et c'était pas forcément les standards du marché, disons. Ouais. Et donc, voilà, donc pour moi, un des leviers, c'est de faire un process de delivery Mm. qui est partout pareil et qui va permettre aux gens et à tout le monde de s'assurer qu'on livre à date T et qu'on livre avec un certain niveau de qualité. Donc, notre process va aussi inclure, enfin, notre process de livraison, de product delivery, Mm. va aussi inclure des gateways de qualité, enfin l'assurance qualité, Ouais. par exemple. Et donc, c'était vraiment ça l'approche qu'on a pu mettre Ok. en place. Ouais, donc là, l'idée, c'était de standardiser Ouais. le fonctionnement des équipes. Standardiser et puis rajouter les briques qui manquaient, donc la brique qualité ou la brique ou d'autres briques. Ok. Et donc là, tu as pu constater effectivement un gain en Absolument, faisant ça. absolument. Mm. Aujourd'hui, on avait un rythme de livraison qui dépendait de l'équipe. Aujourd'hui, chaque 2 semaines, on arrive à livrer. Ok. J'imagine que vous avez Nos- synchronisé un peu le cadencement des Ouais, équipes. Ouais. exactement. Mm. On commence tous le mercredi, on finit le mardi. Mm. Euh, Parce qu'aussi, il y a enfin, nous, dans notre contexte, donc, comme il y a différents pays, on a des gens qui sont en week-end le vendredi et samedi, on a des gens qui sont en week-end le samedi et dimanche. Ouais, il y a ce côté multi-pays, Ouais, c'est ouais, c'est fou. intéressant. Ouais, parce que tu me disais que dans les différents pays où sont réparties les équipes, il y a même la problématique donc des fuseaux horaires et aussi des week-ends qui tombent pas au même Ouais, moment. exactement. Ça doit être un truc à s'arracher Exactement. les cheveux. Donc tu t'organises ton sprint par rapport à ça. Ouais. Les jours off, enfin où il y a pas, c'est des jours où peut-être tu dis, en fait là il n'y a pas de meeting et donc Mm. c'est des jours de concentration. Voilà, Ok. tu t'adaptes à la situation. Vous avez vraiment constaté, du coup, j'imagine, des gains en termes de, tu me disais, de delivery, Ouais, beaucoup plus cadencé, et beaucoup plus fréquent, etc. En termes de qualité aussi, j'imagine que vous avez vu des gains. ouais, absolument. J'imagine aussi, tu vas me le dire, que en fait, tu essayais de mesurer pas mal tout ça dès le départ pour justement voir euh, comment ça progressait dans le temps. Ouais, absolument. Enfin, on a mis en place un framework, du coup aussi un framework de mesure de performance et qui était on peut en parler si tu veux, mais Ouais, bien enfin, sûr. pour nous, c'était le premier truc, c'était les business outcomes. Tu vois, est-ce qu'on arrive à maintenir et à atteindre nos objectifs business? Tu vois, sachant que voilà, notre business, on est passé de 4 millions d'utilisateurs à 12 millions d'utilisateurs. On a lancé plus de business, on a lancé plus de pays aussi. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième niveau, c'est la partie, et ça, on le gérait avec des OKR. La partie technique, enfin le deuxième niveau, ça va être des KPI plutôt techniques. Et nous, grosso modo, on traque on est parti des Dora Metrics, donc on traque tout ce qui est enfin, les cycles de livraison, donc velocity, quality et reliability. Et chaque objectif aura 2, 3 différents KPI. Mm.
Et donc il y a ce niveau-là. Après, on fait aussi des developer surveys, donc un peu pour avoir un peu le sentiment des équipes, mesurer notre maturité au niveau des équipes. Donc, je pense que ça, c'était très important aussi pour nous de dire, en fait, on est plus mature avec le temps. Et c'est les développeurs qui nous le disent, c'est nos équipes qui nous le disent en self-assessment. Puis le dernier niveau, c'est le niveau individuel où pendant nos annual review, etc. Donc il y a aussi des objectifs pour les équipes et on voit est-ce qu'on les atteint ou pas, etc. Mm. C'est intéressant. Moi, j'aime bien parler de cette notion de métrique parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose que les boîtes ont du mal à faire, qui est pourtant un gros levier de performance. Ouais. C'est effectivement d'être data-driven, metric-driven. Et c'est toujours un sujet de les mettre en place. Alors, tu m'as parlé des Dora Metrics. Moi, j'ai connu des boîtes qui ont vachement galéré à mettre en place les Dora Metrics parce que pour les mesurer correctement, c'est pas forcément toujours facile. Et moi, j'ai une théorie comme ça, c'est que quand tu mets en place des indicateurs ou des métriques, en fait, déjà, faut jamais en mettre en place une seulement. En fait, tu les réfléchis par groupe. Et en fait, moi, ce que je conseille en général, c'est de se dire, si je dois mesurer ça, par exemple, mettons la vélocité des équipes ou la fréquence de delivery ou j'en sais rien. En fait, c'est de se demander, si vraiment je pousse ça à l'extrême, qu'est-ce qui pourrait foirer à côté, tu vois. Et donc, typiquement, si tu te mets à être livré très fréquemment, si ça se trouve, tu vas dégrader ta qualité. Ouais. Donc, du coup, tu dois aussi mesurer la qualité à côté. Et en fait, l'idée, c'est de réfléchir en ping-pong comme ça et de te dire, en fait, qu'est-ce qui pourrait foirer à chaque fois si vraiment je regarde que ça. Et du coup, ça m'a plu quand tu disais, du coup, on a aussi fait des développeurs surveys. Parce qu'en fait, si tu regardes que, par exemple, ta plateforme, ce qui pourrait foirer, c'est que les gens qui la fabriquent et qui la maintiennent à côté, eux, ils commencent à être dans un rythme qui n'est pas soutenable ou être démotivés. Et donc, il faut toujours en fait chercher à balancer ça, quoi. Ouais, donc, j'imagine que c'est ce que vous avez fait. Non, absolument, absolument. Et voilà. Et encore une fois, le retour des développeurs, ça te permet de dire, en fait, là, il faut que je m'améliore sur ça, etc. Donc, et pour nous, c'est un first class citizen, ce feedback-là. Il a beaucoup d'importance aussi. Trop bien. Tu arrives, tu fais toute cette analyse, tu identifies en fait ces 6 leviers, commences à les faire bouger un petit peu tous en même temps. Et tu as des super succès, par exemple le fait de standardiser les équipes et tout. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont moins bien marché ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as l'impression que vous êtes pris un peu les pieds dans le tapis ou sur lesquelles vous êtes revenu en arrière ? Je pense que tu reviens toujours en arrière. En fait, le problème, c'est quand tu fais du hyperscale, c'est que tous les process que tu mets en place, dans 6 mois, ça n'a plus aucun sens ou ça ne marche plus. Donc, il faut littéralement que tu te réinventes chaque 6 mois. Nous, on fait des cycles de 4 mois, donc 3 cycles par an. Et à chaque fois, il y a toujours des trucs à réinventer. Il y a des équipes qui sortent, qu'on crée. Il y a des équipes et après, on essaye, ça ne marche pas. Et du coup, il faut revoir. Il y a des process qui marchent très bien à un moment. Et après un moment, quand on passe à X millions d'utilisateurs par mois, ça ne marche plus. Donc, il faut revoir. En fait, c'est ça. Le plus difficile, c'est il faut garder le même niveau d'énergie tout le temps. Au début, tu viens, tu es nouveau, tu as plein d'énergie et tout, mais en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est toujours une réinvention. C'est pour ça aussi que d'identifier les points de levier, c'est intéressant parce que, en fait, je sais que j'ai toujours mes 6 leviers à garder en tête. Mais après, je sais que chaque 4 mois, 6 mois, en fait, cette structure-là, je sais qu'il faut travailler sur la structure, mais cette structure-là, elle est plus efficace aujourd'hui. Et du coup, il faut réfléchir à autre chose. Ce process-là, il a très bien marché pour nous emmener jusqu'ici, mais là, il ne marche plus. Et du coup, il faut qu'on le réinvente. Okay. Et donc, à chaque fois, il faut avoir l'énergie pour le faire, tu vois, et maintenir cette énergie. Et aussi, il faut avoir l'humilité peut-être de dire de ne pas être, entre guillemets, marié à ces process-là. Il n'y a pas d'attachement émotionnel plus que ça.
Parce que c'est tout à fait normal de dire, bah, en fait, moi, j'ai créé ce truc, je own ce process, j'ai passé tellement de temps là-dessus, même si la réalité change, je veux quand même qu'il reste. Bah, ça marche pas en hyperscale. Hmm. Donc, il faut une certaine humilité, voilà, c'est pas évident. On est humain, donc c'est pas évident. Et alors, j'imagine que les équipes, elles étaient conscientes. Les 6 leviers, vous communiquez dessus en interne? C'était un truc que vous en parliez Ouais, ensemble? on a, en fait, au tout début, on a mis en place ce programme de changement Ouais, où on a un peu expliqué enfin, tout ça, enfin, tout ce d'accord. programme-là. Ouais, tu as communiqué en fait Ouais, on a vraiment sur cette communiqué, démarche-là. ouais, D'accord. exactement. Et après, oui, après un moment, tu passes à l'exécution. Et je pense que ce qui nous a aidé aussi, c'est qu'on a toujours communiqué. On fait des all hands chaque mois avec tout le product and tech. Ouais, Et donc, c'est une occasion pour nous permettre justement de réaffirmer la vision, là où on veut aller, comment on veut y aller, d'être à l'écoute, enfin, si les gens ils ont des questions à poser, etc. Donc, c'est un forum, à mon avis, qui nous a été hyper utile. hmm, Et aussi, je pense qu'on a toujours essayé d'apporter d'apporter ce mindset d'expérimentation. d'accord. Et l'expérimentation, elle va aider avec cette notion d'humilité. Enfin, quand tu dis, en fait, on est en train d'expérimenter, d'essayer. Si ça marche, c'est très bien. Ça marche pas, je refais autre chose. Et donc, je pense qu'avoir ce mindset d'expérimentation et de biais vers l'action, donc, on va essayer des choses, même si on ne sait pas trop, on n'est pas sûr. Hmm. Bon, on essaye et puis on verra. Je pense que c'est ces deux aspects-là qui nous ont beaucoup aidés aussi. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez réussi à mettre en place cette culture où tout le monde était très conscient que vous étiez dans un mode donc d'hypercroissance où il Ouais. fallait se renouveler en permanence, expérimenter en permanence. Et donc, comme tu dis, le fait de devoir changer énormément de choses tous les 6 mois, presque, j'imagine, les gens étaient habitués au bout d'un moment et donc Non, c'était je pense devenu que normal, quoi. c'est toujours, c'est dur, tu vois. Ouais, Enfin, ça reste. Mais voilà, enfin, je pense que nous, notre job, c'est de réitérer ce message-là et de mettre en place, comme tu dis, cette culture-là, enfin, une culture, pardon, qui va favoriser l'expérimentation, voilà, enfin, et vraiment réitérer ce message-là à chaque occasion, que ce soit le All Hands, que ce soit la newsletter, que ce soit, enfin, toutes les occasions sont bonnes. ouais. Et t'as des astuces justement pour mettre en place ce genre de culture? Parce que quand on en parle comme ça paraît Ouais. à la fois très facile et à la fois très compliqué. Bah, je pense qu'une culture, il faut être, enfin, moi, mon conseil, le premier truc, c'est qu'il faut être intentionnel par rapport à ça. Hmm. Une culture, ça se design comme, comme tu design, je sais Comme pas, les un équipes, comme la software, structure. un avion, tu designs une culture. Donc Ouais, vraiment avoir un peu une casquette ingénierie en quelque sorte. ouais. Une culture, ça se design. Qu'est-ce que je veux comme culture? Quelle culture je veux? Quelles sont les valeurs, les comportements, etc. Et qu'est-ce qui me permet de faire ça? Donc pour moi, ça c'est le premier point. Il faut être intentionnel par rapport à ça. Euh, il faut clairement surcommuniquer, comme je viens de le dire, tu vois, à Ouais. chaque occasion, etc. Réitérer ce message-là et tout. Et puis, mais je Juste, j'en pense, profite. ouais, Du coup, tu disais que tu faisais des HoloLens pour ça. C'était en visio, j'imagine, ouais, quand vous êtes très ouais, distribué. Ok. exactement, Ouais. visio, une fois par mois, je crois que tous les jeudis, premier jeudi du mois. Ok. Avec des outils pour faire des Q&A, des trucs comme ça. Exactement, Ok, ok, ok. exactement. Pardon, je t'ai On coupé, avait mais aussi, à un moment, on avait chaque mardi, on faisait des e-water coolers. ouais. Donc, on amenait les gens qui voulaient, et puis c'était une demi-heure. Tu as une demi-heure, tu peux parler de tout, sauf de boulot. Hmm. Et on facilitait un peu cette conversation-là. Donc, à chaque fois, il y avait un truc à discuter. Et ça permettait de créer du lien entre ces gens qui ne se connaissaient pas, qui étaient dans des zones différentes, des pays différents, etc. Et ça, c'était global. Ça, c'était global, ouais. Oh, Pas super. global, product and tech. Ok. Et c'était optionnel. Donc, mais en général, tous les nouveaux, on les faisait passer par ça. Donc, D'accord. ils connaissaient un peu du monde. On faisait des onboardings, enfin, on fait toujours. On faisait des onboardings une fois par mois. Ouais, en général, enfin, c'était une vingtaine ou
trentaine de personnes à chaque fois. Et, on faisait la paire entre une nouvelle personne qui arrive et un ancien. Ouais. On faisait ce Espèce de buddy, buddy ouais. system, ouais, exactement. Et donc voilà, donc encore une fois, tout ça, c'est designé. Qu'est-ce que je veux, comment je peux y aller, et je le fais. Je pense qu'il y a cette partie, je disais, intentionnelle, mais surtout pour moi, quand on parle de culture aussi, il y a une fondation à avoir. Il y a moi, j'appelle ça un peu de l'hygiène RH. Donc, avant de J'aime bien réfléchir cette idée. culture, je ne sais pas si ça se dit en français, mais Si, non, mais ça me parle. Ouais. hygiene. Mais tu as une fondation avant d'avoir une culture de high performance, paye tes salaires à temps, paye les gens bien, tu vois. Donc Retenez bien. il y a un ensemble de facteurs comme ça un peu fondationnels qu'il faut maîtriser à 100%. Et au-dessus de ça, je crois que c'est Mintzberg, c'est la théorie des deux facteurs. Et au-dessus de ça, on réfléchit à la culture qu'on veut designer. Ok. Ouais, donc en fait, c'est marrant parce que j'étais parti faire un séjour dans la Silicon Valley il y a quelques temps pour essayer de comprendre justement quels étaient les gros leviers qui faisaient que les boîtes réussissaient plus là-bas qu'ailleurs. Un des trucs que j'ai le plus retenu là-bas, c'est que, tu vois, et ça va avec ce que tu dis, il y a ce côté où d'abord on met les gens bien, quoi, en fait. D'abord on fait en sorte qu'ils soient bien payés, qu'ils soient dans un environnement cool, Ouais. qu'ils aient tous les moyens à disposition pour faire leur job complètement. Et après, on met en place des process, etc. Machin. Et il y a vraiment cette vision de vraiment, d'abord, on fait en sorte que les gens soient bien. Ouais. Je retrouve un peu ça dans ce que tu dis Pour finalement. moi, c'est la fondation. Ouais. En fait, tu peux pas. C'est ce que Mintzberg disait, c'est que tu peux pas. Tu peux avoir tous les, tous les baby-foot du monde, tous beanbag, etc. Ouais. Mais si derrière les gens ne sont pas payés à temps, etc., c'est compliqué. Ça va être compliqué pour eux. Donc pour moi, vraiment, enfin. Et nous, on a appris que voilà, ce truc de fondation, il est hyper important. Et après, il faut être hyper intentionnel par rapport à la culture qu'on veut construire. Nous, très tôt, on a compris qu'on voulait une culture qui soit remote first. Tu vois, on a compris très tôt qu'on ne pouvait pas recruter uniquement, je sais pas, en Algérie ou en France, et qu'on devait aller chercher les talents là où ils sont. Et donc, on s'est dit, remote first, OK, qu'est-ce que ça veut dire remote first? Et donc, ça veut dire des all hands, ça veut dire e-water cooler, ça veut dire buddy system, etc., etc. Ça veut dire que les gens, même si tu commences dans notre bureau à Paris, ton onboarding, tu vas le faire en ligne avec toutes les autres personnes qui sont, je sais pas, au Pakistan, à Dubaï, etc. Justement, est-ce que tu as des trucs qui ont particulièrement bien marché? Parce que ça, c'est un sujet que beaucoup de boîtes se posent encore aujourd'hui. Une question que toutes les boîtes se posent, comment faire pour être vraiment efficace en remote? Ouais. Tu as dû entendre qu'il y a une tendance dans certaines boîtes maintenant à revenir en arrière, à vouloir faire en sorte que les gens go back to work en quelque sorte. Déjà, c'est quoi votre position par rapport à ça? Et puis, est-ce que vous avez des trucs qui ont particulièrement bien marché pour que ça prenne en fait ce travail en remote? Alors, nous, on est en hybride dans les pays où on a un bureau. Ouais. Donc, par exemple, en Algérie, où c'est le plus gros office, les gens sont en hybride. Et moi, je pense que c'est le meilleur compromis où, voilà, il y a quand même ce côté où les gens se voient, ça va plus vite. Donc, je pense que moi, le modèle hybride, c'est ce qu'on va voir de plus en plus. Après, les gens qui sont dans des pays où on n'a pas de bureau, donc, je sais pas, Nigeria et Pakistan, etc. Là, on est plutôt du full remote pour le coup. Mais pour moi, si tu veux, le tip, c'est de designer remote first pour tout le monde. Tu vois, même les gens qui sont dans le bureau, en fait, quand on fait nos process, on les fait remote first, et comme ça, ils peuvent répondre aux besoins des deux populations. Ok. Et d'ailleurs, dans vos recrutements, du coup, vous cherchez à recruter plutôt de manière privilégiée près des hubs où vous avez des équipes, ou vraiment vous vous dites, s'il y a un talent qui est dans un pays où tant pis on n'a pas de bureau, il est quand même bien, on le prend, etc. Ouais. Un peu des deux. Si on aime, nous, on a aussi, tu vois, Yassir, c'est une boîte à mission aussi. Donc,
nous, notre challenge, c'est aussi de pouvoir de dire, Yassir, c'est une unicorne, enfin licorne, faite en Afrique Mm. par des talents africains. Mm. Donc il y a cette mission, et même le CEO, il en parle tout le temps, c'est de vraiment empower, enfin armer les talents locaux et de construire voilà, une success story avec du talent africain. Ça, Ouais. c'est un truc qui pour le coup, nous tient à cœur. Et donc, on investit énormément en Algérie. On a une grande équipe en Égypte aussi, au Caire. Ouais. Donc ça fait partie de qui on est, de notre identité, de notre mission, de ce qu'on veut faire. Donc, pour nous, clairement, il y a cet investissement-là à faire. Et puis après, comme tu disais, s'il y a du talent, je ne sais pas, en Serbie, on va le chercher en Serbie. S'il y a du talent au Kenya, enfin, en dehors de l'Afrique, au Pakistan, on va au Pakistan. Mais en général, la règle, c'est de dire on recrute entre GMT et GMT plus 5. D'accord. Donc, plus 5. Donc, Ouais, plutôt le logique fuseau horaire. tous les fuseaux horaires entre disons, voilà, le Maroc et le Pakistan, on va pouvoir recruter. Ah, Je crois intéressant. qu'aujourd'hui, 98% disons, des équipes ils sont dans ces fuseaux horaires-là. Okay. Après, s'il y a des talents rares, etc., dans des pays qui sortent de cette zone, on ne va pas dire non, mais 98% sont dans ce créneau-là. Et on trouve que ce créneau marche bien pour nous. Et c'est vrai que les gens qui viennent chez Yassir, même s'ils ne sont pas africains, on en a plein, on a la chance de bosser dans une boîte qui est hyper diverse. Ce qui les amène chez Yassir, c'est aussi cette mission forte. Tu vois, ce qui les attire, c'est que, en fait, oui, il y a une mission forte, il y a des gens qui y croient vraiment. Et ça, ouais, ça c'est assez beau à voir. Ça doit être génial d'être dans cette ambiance. Ouais. Tu me disais que vous faites beaucoup justement de bottom-up, etc. Est-ce que tu as une façon un petit peu de te représenter ou de formaliser ton style de leadership ou à quel point justement tu te reposes plus sur les équipes ou à quel point des fois tu es directif? Est-ce que tu as un peu conscientisé ce genre de choses? Ouais, ouais, je pense que quand tu parles de leadership, de leader, comme tu dis, tu as un peu une catégorie qui est plutôt directive, focus sur la performance. Tu vois, un peu à la, je sais pas, l'archétype Elon Musk, disons. Et de d'autre part, enfin, l'autre côté du spectrum, tu as des gens qui vont être plus le servant leader de Greenleaf, tu vois, qui vont plus être dans aider les équipes, empower les équipes, etc. Moi, je pense que j'essaye d'être entre les deux. Tu vois, de trouver le bon équilibre entre les deux. Donc, tu as des situations où voilà, il faut être décisif, il faut être directif, il faut quand même, c'est un business, donc il faut quand même qu'on arrive à emmener le business, enfin à faire avancer le business et a des objectifs à atteindre. Donc vraiment ne pas être... Et je pense que le premier job d'un leader, c'est d'aller pouvoir cristalliser cette vision et c'est quoi la performance, tu vois, c'est quoi une bonne performance. De vraiment arriver à rendre tangible pour chaque individu, qu'est-ce que moi, être performant dans mon job, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Et pour ça, je pense qu'il faut quand même être assez focus sur la performance. Mais aussi, en même temps, j'essaye d'être très présent pour mes équipes, j'essaye de débloquer des situations, moi je suis très, c'est ma nature aussi. Je suis beaucoup sur le terrain. Ouais, je suis très, je sais pas si humain c'est le bon mot, mais ça m'importe leur bien-être aussi, voilà. Et donc j'essaye de trouver, d'être quelque part au milieu. C'est pas toujours facile. Des fois, il faut être un peu plus par là, un peu plus par là. Mais mon style, c'est ce style que j'ai envie de travailler consciemment, disons. Ouais. Finalement, c'est ton style à toi que tu as construit. Ouais, Au fil du temps. exactement. Ouais.
Et tu as des repères pour te dire à quel moment, là, il faut que je sois, heu, finalement très, humain, très permissif, très ouvert, très dans la co-construction et les Ouais. moments où tu dois être, très beaucoup plus assertif, beaucoup plus directif? Euh, je pense que, comme je le disais, enfin, il y a toujours le rôle, enfin le job numéro un, c'est de pouvoir rendre tangible, c'est quoi la performance, c'est quoi bien, ça ressemble à quoi, Mmh. tu vois. Et ça passe par un ensemble de choses. Et après, moi, ma nature, ça va être de demander aux gens, d'essayer de comprendre comment les gens sont, etc. Donc ça vient vraiment naturellement chez moi. Et je pense que c'est un exercice au quotidien. Tu as un moment en tête où tu t'étais dit, «Là, je vais essayer de laisser faire» et en fait, finalement, tu t'es dit: «Ah non, OK, je vais aller reprendre un peu le contrôle» ou remettre un peu de direction là-dedans, ça partait peut-être pas dans le bon sens ou? Ouais, il y a toujours, ouais, enfin, il y a toujours de ça, bien sûr. Après, enfin, on est une organisation, donc il y a aussi quand le business vient, enfin, quand la hiérarchie vient aussi Ouais. taper, il faut être, faut aussi être là. Donc, ouais, je pense qu'il y a toujours eu des projets où il fallait, bah, comme je disais, c'est jamais clair, c'est toujours un exercice d'équilibriste à faire. Voilà. Du coup, ce que je me représente dans ce que tu dis, c'est peut-être que tu essayes de laisser faire, en fait, par défaut et puis si à un moment tu vois que finalement, la direction est pas claire ou qu'il y a des difficultés, là, tu viens aider, quoi. Non, 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 je pense qu'au début, on se met d'accord sur la direction, tu Ouais. vois, on est clair sur cette Tu essaies de direction-là. co-construire les objectifs le plus possible? Ça dépend, enfin, il y a des trucs qui Oui, sont des trucs qui sont co-construits, imposés, par le ouais, business, voilà, ouais. exactement, donc Ouais. ça dépend, ça va dépendre. Donc, première étape, vraiment éclaircir ça. Mmh. La deuxième, c'est tout au long du projet de réitérer. En fait, les gens oublient, voilà, donc vraiment réitérer. Les gens, peut-être qu'il y a des gens qui comprennent enfin, ont une autre conception de la chose. Donc, vraiment réitérer tout au long. Et puis, tout au long aussi, d'être là, d'être présent. Je pense que c'est des choses qui sont aussi, qui se construisent sur le temps, tu vois. Enfin, quand on parle de servant leadership, etc., c'est vraiment il y a une notion de confiance Mmh. à mettre en place. Et la confiance, c'est pas du jour au lendemain. Mmh. C'est quelque chose. Bah, les gens connaissent aussi mon style, les gens connaissent quand est-ce qu'ils viennent vers moi ou pas, etc. Donc, et chaque itération, chaque projet renforce un peu cette compréhension-là. Tu vois, le duo marche mieux à chaque itération. Et moi, j'ai du mal avec une vision du leadership qui soit purement focus sur la performance, purement directive, bah, comme tu Mmh. vois, purement Elon Muskienne. Ouais. Parce que au final, bah, sur le court terme, peut-être ça va marcher. Ok, je dis pas le contraire. Mmh. Mais si on prend une lentille systémique ou si on prend un temps d'observation assez lent, bah, à chaque fois, ça va pas marcher, tu vois. Si moi, mon équipe, je les pousse et ils livrent au bout du quarter, mais que le quarter prochain, tout le monde part, Ouais. parce qu'ils ont eu beaucoup de pression, C'est etc., ça, c'est etc., ça. bah, peut-être que ça vaut pas le Ah, coup. c'est intéressant. Donc finalement, un des trucs qui te drive, toi, c'est de penser long terme Ouais. et de te dire, Bah, poser système, en fait, tu vois, ouais. enfin, dans son prolongement Ouais, ça va avec temporel. cette pensée systémique de Ouais, penser vraiment pour le long terme. OK. exactement. Ah, super intéressant. Tu penses que ça a été, toujours naturel pour toi d'avoir ce genre d'approche? Tu t'es toujours vu comme ça? Ou il y a un moment où tu as eu un déclic, tu t'es dit, «OK, c'est ça le style de leadership que j'ai envie d'avoir» ou le Bah, je pense que c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, parce que on apprend et surtout on apprend sur nous-mêmes. Je pense que moi, le plus gros cadeau que Yassir m'a offert, c'est que j'ai tellement appris sur moi en tant que personne, sur moi en tant que leader. Et donc, bien sûr qu'il y a une évolution. Tu commences, il y a un peu de syndrome d'imposteur. Et c'est toujours des hauts et des bas. Enfin, c'est jamais. C'est ça.
ce qu'on disait au début, tu vois, ça ne s'arrête jamais dans le hyperscale. Ouais. Et le plus dur, le plus important, c'est de quand même garder son énergie. Donc ouais, je pense que j'ai beaucoup évolué. Je pense que j'ai évolué surtout, je me suis découvert des trucs qui sont peut-être qui me définissent, qui sont que j'acceptais pas peut-être avant. Mais là, je me dis, en fait, non, c'est moi. Et donc, j'embrasse complètement ces notions-là et j'en fais, ça fait partie de mon style. Tu vois, moi, cette notion de care, elle est hyper enracinée chez moi. Peut-être par, je sais pas, mon éducation, mon enfance, je sais pas, tu vois, mais c'est quelque chose qui est là, qui me donne de la force, etc. Et donc, au lieu de mettre ça dans une boîte et de dire, en fait, mon job 5 heures, je mets une autre casquette et voilà, non, en fait, moi, je suis comme ça et je vais embrasser ce truc-là et ça va faire partie des outils que j'ai pour diriger, pour emmener une équipe, pour être le jardinier de l'équipe. Ouais. Puis j'imagine qu'à la longue, tu t'es rendu compte que ça marchait. Et ça t'a Ouais, renforcé aussi dans l'idée de... OK, exactement. Enfin, il y a des contextes où ça marche. ouais. Du coup, tu dis, en fait, soit je crée le contexte, soit je vais vers le contexte où ça marche. Et voilà, donc j'ai évolué pas mal sur ces questions-là. Je pense que quand tu commences ta carrière, tu es un peu insécure, etc. Tu essayes de... Et puis tu vois, et surtout, je pense aujourd'hui, tu vois, tu te mets, tu vois les infos, tu as Mark Zuckerberg qui dit, en fait, moi, il faut de l'énergie masculine. Ouais, Tu as c'est fou ça. Elon Musk, etc. Moi, ça me bluffe. C'est des rôle modèles, en fait, tu vois, donc ça Ouais. fait peur. Et donc, tu commences ta carrière, c'est clair que voilà, il y a un peu d'insécurité, mais après, avec les années, tu commences à comprendre. Et c'est pour ça que ces jobs, ils sont hyper intéressants, parce qu'avec, au-delà de la difficulté que ces responsabilités-là peuvent apporter, au-delà de la complexité du rôle, c'est une école, tu vois, c'est toujours, t'apprends vachement. Et d'ailleurs, ce style-là que tu as voulu avoir, que je trouve hyper courageux au passage, tu t'es senti soutenu dans ta boîte par ta hiérarchie notamment à faire ça? Ou c'était pas un sujet? Je pense que ma hiérarchie a vu en moi ce truc. Enfin, tu vois, mon CEO a vu en moi ce truc, tu vois. Ouais. Peut-être que moi, je ne savais pas forcément. C'est peut-être même une raison pour laquelle ils t'ont Et pris. du coup, Ouais. exactement. Et Ok. du coup, c'est pour ça qu'il m'a emmené, je pense. Tu vois, après, tu l'inviteras la On lui prochaine demandera fois, il te dira. avec plaisir. Et puis, j'ai beaucoup été soutenu par mes équipes, ouais, bien sûr, carrément. Et même aujourd'hui, tu Ouais, ils vois. te le rendent en fait. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de. Ouais. C'est un partenariat. Il y a une anecdote dont tu m'avais parlé, sur laquelle je voulais revenir un peu. Tu m'avais Ouais. dit que toi, tu misais beaucoup sur l'organisation de off-site Mhm. et qu'il y en avait eu notamment un vers le début, je crois, en Mhm. Tunisie, qui avait été un moment clé. Tu peux Ouais. nous en parler un peu? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai rejoint fin 2021, 2022. Donc, je commençais à faire mon exploration, comme je disais. Et tu sais, au début, il y avait quand même de la. C'est quoi le mot? C'est pareil. La résistance? L'appréhension. Ouais. Au début, il y avait un peu d'appréhension Ouais. chez les équipes, tu vois. Et je comprends tout à fait. C'est qui ce gars qui arrive? Ouais, C'est c'est qui ça. ces équipes? Moi, je suis arrivé, j'ai tout de Les suite gens ramené t'observent des au équipes. début. Ouais, exactement. Donc, il y Ouais. avait de l'appréhension. Et ce que on avait décidé de faire, c'était de faire un off-site. Donc, on est parti en Tunisie. En Tunisie, il y a de l'activité Yassir. Et on avait pris un Airbnb. J'ai pris tout le leadership technique. On avait peut-être une quinzaine de personnes à l'époque. Aujourd'hui, probablement une quarantaine. Donc, on avait une quinzaine de personnes. On est parti en Tunisie. Et pendant une semaine, on était dans ce Airbnb, on sortait pas trop. Et l'idée, c'était de co-construire ce plan de changement dont on parlait Ouais. avec eux, tu vois. Et c'est vraiment, et on travaillait jusqu'à vraiment tard dans la nuit, tu vois. Mais c'est Oui, c'était vraiment boulot, parce que des fois, tu as des off-sites où c'est un peu du team building et Ouais, finalement, les gens, ils passent surtout un bon moment et puis tu as quelques petits moments presque bah, prétexte un peu où tu bosses. Là, juste, c'était vraiment boulot, boulot, ouais, quoi. c'était vraiment boulot. Et tu vois, il y avait la mer, etc. Mais c'était vraiment, on avait passé 5 jours vraiment intenses. Hmm. Et même quand tu vois, on partait dîner, etc., on avait
une personne dans la maison qui cuisinait pour nous. Donc, tu vois, on avait tout, tout Sur était place. là. Et donc, on parlait boulot presque, je sais pas moi, 16 heures par jour. Et ça nous a vraiment aidé, ça a débloqué la situation. Donc, toute cette appréhension-là, Ouais. en fait, c'est devenu de l'énergie qui était mise dans ce projet commun. Mm. Je pense que c'était aussi parce que, comme tu avais une démarche hyper sincère au début, Ouais, en fait, les gens s'en sont rendus compte. ouais, Je pense que c'est ça l'intérêt des off-site comme ça, c'est que les gens apprennent à se connaître, se ouais. dévoilent un peu, et puis ils ont vu en toi finalement un leader qu'ils avaient envie de suivre. Mm. Et en plus, j'imagine que comme tu es quelqu'un de très passionné, voilà, ça a donné lieu Ouais. à ces discussions très passionnantes aussi. Ouais, et les gens étaient hyper passionnés aussi. Ouais. Les gens qui étaient là étaient. Et à Et du coup, l'inverse, toi, on tu as avait découvert, sur les 15 vous vous personnes. êtes découvert mutuellement en C'est fait. ça, exactement. Ouais. Et c'était la première fois qu'on se rencontrait pour beaucoup. Tu vois, et c'était la moitié, c'était des nouveaux qui venaient d'arriver avec moi, tu vois, et une moitié qui était déjà là. Mm. Et donc, c'était ces deux mondes-là. Et il s'agissait de créer du lien, de faire disparaître ces appréhensions et de transformer surtout tout ça en énergie positive. Juste après ce off-site-là, on a commencé le programme de transformation. Tu vois, on a commencé à faire nos sprints, etc., Ok. comme il fallait. Et donc, Ouais, donc ouais, en fait, ça a été une espèce de momentum pour vous. Ouais, absolument, un catalyseur. Où à la fois vous êtes un peu alignés en termes de compréhension Ouais, mutuelle, etc. Toi, tu as posé aussi la vision de voilà vers où comment il on faut marche, aller. ouais, exactement. Et Et comment on puis, va y aller. voilà, comment on va faire. Et puis après, c'était logique pour tout Ouais, le monde. ouais. Et la mécanique s'est mise en marche en Ouais, quelque sorte. exactement. C'est Et trop bien. c'est toujours, enfin, tu vois, après, c'est des trucs, c'est toujours magique quand tu vois la chose émerger comme ça, beaucoup d'émergence dans tout ça, et c'est hyper magique, ouais, c'est quelque chose, c'est mémorable. Génial. Et c'est quelque chose que tu entretiens. Après, vous refaites des off-sites Ouais, de là, temps on en temps. fait 3 off-sites par an. Là, je pars à Alger la semaine prochaine pour Ok. un off-site. On fait 3 off-sites par an. Après, l'équipe Avec a tout le monde à beaucoup. chaque fois? Non, ben, c'est ça, Parce que les l'équipe a off-sites à plus. 350, ça C'est commence à ça, être donc compliqué. l'équipe a beaucoup plus grandi, donc Ouais. on ne peut pas se permettre. Mais on essaye de faire des off-sites avec tout, enfin, si tu veux, le leadership, mais aussi au niveau de chaque domaine, de chaque business vertical, on essaye de faire des off-sites aussi. Comme ça, les gens, ils se connaissent, voilà, ils arrivent à créer du lien et à travailler ensemble mieux. Quand on parle de remote first, avoir des off-sites, enfin, designer cette partie, en fait, pour moi, ça va de pair. Enfin, Ouais. c'est quelque chose d'hyper important. Ok. Bah, écoute, génial, franchement, ça donne envie quand on t'entend en parler. Ouais. Écoute, on recrute. Si les gens veulent participer à cette aventure-là, on recrute ici en France et aussi partout dans le monde, surtout sur des sujets techniques. Du coup, donc, si les gens Il y veulent a des profils particuliers que vous cherchez tout ce qui est technique, développeur, DevOps, on a une équipe AI ici à Paris aussi. Donc voilà, ça grandit vachement vite, c'est une belle aventure. Et donc si les gens veulent participer à cette Bah, écoute, aventure-là, ouais, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me contacter. je mettrai le contact de Ismaël Ouais, en description, donc vous pourrez le contacter. cool. Ok. Je pense qu'on va arriver un peu vers la fin de notre interview. Euh, Juste avant de conclure, aujourd'hui, comment tu vois l'avenir, comment tu vois la suite pour toi, pour Yassir comment t'apprends tout ça? Pour Yassir, un avenir radieux, Inch'Allah, comme on Ouais. dit. Donc il y a encore énormément de choses à faire, il y a encore plein de produits à lancer, de services. Voilà, donc je pense qu'il y a encore, Ouais. comme je disais, la vision, c'est vraiment de construire quelque chose, un business générationnel qui, dans 10 ans, dans 20 ans, il sera toujours là. Ça, c'est pour Yassir. Toi, c'est ça qui te fait vibrer, c'est l'impact que vous Ouais, pouvez avoir? absolument, Ouais. absolument. Je pense que oui, l'impact, et puis l'impact, ça m'a attiré, disons, vers Yassir. Les équipes, les gens, avec les collègues avec lesquels je travaille, ça m'a permis de rester, disons. Enfin, ça me maintient. Il y a un certain relationnel qui se développe, il y a une communauté interne qui se développe et
voilà, ça me donne de l'énergie. Trop bien. Après, moi, personnellement, je pense que, comme je le disais avant, continuer d'apprendre, continuer à avoir de l'impact, continuer à utiliser ma lampe d'Aladin dans le bon sens. Voilà. Et dernière question, quel conseil tu donnerais à un leader tech comme toi qui arrive, qui a besoin d'initier en fait cette phase de scaling? Ouh, je pense focus sur les leviers, pas sur du micromanagement. En fait, chaque problème reçu doit être tourné en policy ou enfin chaque cas individuel doit servir à impacter plusieurs personnes. Ouais, Tu vois, donc tu vraiment. viens de me donner un gros déclic là. Parce Ok. qu'en fait, à chaque fois que tu as un problème, tu te dis pas il faut que je résolve ce problème-là. Ouais. Tu te dis il faut que je fasse évoluer le système pour que ça arrive plus. Bah, pas forcément pour que ça arrive plus, ou Ouais. que quand ça arrive, voilà ce que ce que les gens doivent faire. Mais ça passe même pas par moi. Ouais. Tu vois, donc quand un problème arrive, soit tu pourras le déléguer, soit il y a un process en place et du coup tu n'as pas besoin d'intervenir. Mais voilà, de passer à ça, de gérer plus. Enfin pour moi, il y a 3 choses qui sont importantes pour des leaders, voilà, comme tu dis, dans du hyperscale, quand on est manager de manager, il faut l'idée avec des frameworks, de trouver ton... Enfin, pour moi, c'était ce framework-là de Structure, Culture, Architecture, People, Process, Progress. Peut-être que c'est autre chose pour une autre organisation, mais vraiment trouver ce framework-là de points de levier, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est ce que je disais, c'est de gérer par policies et non par cas spécifique, parce que c'est juste pas possible. Mais donc à chaque fois, essayer de mettre en place, aujourd'hui, je règle ce problème-là, pas de souci, mais je demande à mes équipes de faire une policy là-dessus. Et du coup, demain, s'il y a la même situation, on a une policy, on sait quoi faire. Et je n'ai pas besoin d'intervenir. Donc, gérer par policy. Et puis, le troisième point, c'est gérer avec l'authenticité, je pense. Tu vois, parce que les gens, ces choses-là, les gens vont les sentir. Les gens, ils sont hyper, même remote ou pas remote, les gens, ils sont hyper intelligents. Voilà, enfin, ils vont sentir. Et donc, je pense que être authentique dans sa démarche, même avec soi, hein, comme je t'ai dit, embrasser tout notre être avec toutes les facettes qu'on apporte, je pense que ça aide beaucoup. Et ça veut dire que des fois, on sera vulnérable, des fois, on sera, tu vois, des fois, on va se rendre compte qu'on n'a pas forcément, enfin, voilà, qu'il faut autre chose. Et du coup, on apporte les skills qu'il faut. Mais vraiment, être et rester authentique dans ce job. Sinon, pour moi, ça vaut pas la peine. Bah écoute, trop bien, merci beaucoup. Je pense que c'est super bien comme mot de la fin. Et j'espère que les leaders qui nous écoutent vont suivre tes conseils. En tout cas, voilà, merci énormément. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir été là. Moi, je t'ai trouvé super inspirant, personnellement. J'espère que ça sera le cas pour les autres. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux rajouter éventuellement avant qu'on... Non, si les gens, voilà, l'histoire d'Yassir, si les gens veulent connaître mieux, yassir.com, c'est le site web. On a aussi une page carrière, donc si les gens veulent venir, et moi je suis sur les réseaux, n'hésitez pas à me contacter. On mettra tout en description, ça marche. Voilà. Merci beaucoup Ismaël. Merci à toi, bon courage. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Merci beaucoup si vous êtes encore là, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, visiblement ça vous intéresse. Donc il y aura d'autres contenus similaires toutes les semaines dorénavant. Et puis voilà, à très bientôt.